Salut les gens, aujourd'hui on parle d'un malade mental récidiviste, de complot communiste et de plantes omnivores. Cette semaine, on va passer en revue le film de SF anticommuniste des années 50. Son nom, L'invasion des profanateurs de sépultures, prononcé en anglais Invasion of the Body Snatchers. Vous en avez au moins entendu parler une fois, car si, comme moi, vous traînez beaucoup sur internet et que vous êtes abonné à des chaînes comme celle du Fossoyeur ou Crust, vous aurez sûrement compris que c'est un peu le film de genre qui revient souvent dans la bouche des cinéphiles. Sorti en 1956 et réalisé par Don Siegel, ce film est l'adaptation du roman de Jack Finney, paru juste un an plus tôt sous le titre de The Body Snatchers. Alors non, effectivement, il n'y a ni profanateur ni sépulture dans ce livre. Le titre est simplement un clin d'œil au roman de Stevenson, Le voleur de cadavres, publié en 1884. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le roman, puisque le film en est une adaptation des plus fidèles. Don Siegel, c'est un peu le mec pas très bien vu à Hollywood. Il commença sa carrière en tant que monteur, en 1939, et galérera pendant un bon moment avant de pouvoir réaliser son premier film. Être lié par contrat avec un studio à Hollywood, ça en revient littéralement à appartenir à ce dit studio. Jack Warner, lui-même fondateur de Warner Bros, avait refusé de résilier le contrat de Siegel pour exploiter encore et toujours plus ses talents de monteur. Ça fait un peu diabolique entendu comme tu l'as dit. Oui, pour aller plus loin, Don Siegel c'est aussi le créateur d'Alan Smithee. Alan Smithee est quelqu'un de très connu à Hollywood. Il s'agit en réalité du surnom emprunté par un réalisateur, scénariste, producteur, que sais-je, lorsque ce dernier n'assume pas son travail et ne veut pas y être associé. Hollywood est un monde qui se base beaucoup sur la réputation et Siegel ne croyait pas en son film Une poignée de plomb. On lui attribua alors le pseudonyme d'Alan Smithee lorsque son film sortit à la télévision. Hellraiser 4, le premier épisode de MacGyver et même la version TV de Dune sont signés Alan Smithee. Donc dites-moi, pourquoi vous voulez pas voir ce film ? Parce que là, franchement, à part le noir et blanc, je vois vraiment pas. Ce film possède toutes les qualités du monde. Il est pas très long, il est prenant, haletant même. Bon d'accord, il débute comme n'importe quel film classique, sous forme de longs flashbacks avec le narrateur en voix off. Ok, les nuits américaines sont très mal gérées, mais c'est pas si mal. Spoiler alerte. Bon, je suis à la bourre, donc faisons vite. Le héros se nomme Miles. Il revient de voyage dans sa petite ville de Californie. C'est un médecin et il reçoit quelques visites de gens qui disent ne plus reconnaître certains de leurs proches. Tout semble normal pourtant. Jusqu'au jour où lui et sa copine Becky rendent visite à l'un de ses amis. Chez eux se trouve un cadavre ressemblant étrangement à Jack, l'ami en question. Il s'avère en réalité que ce cadavre se transforme petit à petit en Jack, afin de prendre sa place. S'ensuit alors une course folle pour dénoncer cette invasion et pour sauver leur propre vie. Mais à qui peuvent-ils se confier ? Qui a déjà été remplacé ? La paranoïa s'installe et franchement ce film est trop beau pour que j'en dévoile plus. Le spoil est fini. Quel spoil, franchement? Tu peux m'expliquer? C'est vrai que c'était un résumé vite fait. Oui. Bon, je vais arracher le sparadrap tout de suite et je n'y reviendrai plus. Le livre, en plus de l'adaptation dont nous parlons, a fait l'objet de 3 autres adaptations. Disons 4 parce que sinon les fans de Rodriguez vont me troller et pour couper court, génial, pas vu, sympa, pas vu et pas envie de le voir. L'invasion des profanateurs de sépultures de 56 est sûrement le film anticommuniste le plus important. Beaucoup l'avaient interprété comme étant une satire du macartisme, comme c'était le cas pour Le jour où la Terre s'arrêta. Cependant, force est de constater que les éléments d'analyse menant à la critique envers les communistes sont bien plus nombreux. On parle en effet d'envahisseurs évoluant en groupe et pour le groupe, aux volontés mystérieuses. Lorsque l'on explique les raisons du pourquoi du comment aux protagonistes, la société vers laquelle les envahisseurs tentent de convertir l'humanité a plutôt l'air utopique en fait. Mais personne n'a la possibilité de refuser et lorsque l'on creuse un peu plus dans les détails, on se rend vite compte que tout n'est pas rose non plus. Le film a vraiment été interprété de toutes les manières possibles. La critique anticommuniste est disons l'analyse la plus retenue. Mais comme je l'ai dit, nombreux sont ceux qui y ont vu une critique du macartisme. Et en plus de ça, Don Siegel dit de son côté avoir voulu se tenir à l'écart de tous ses partis pris et se concentrer en réalité sur le manque d'envie et de créativité de ses collègues. On est donc en droit de se poser une petite question, non ? Qui a vraiment le droit de dire ce que signifie réellement une œuvre ? Est-ce que c'est le réalisateur qui après tout met en scène sa version de l'histoire ? Sont-ce les scénaristes qui eux écrivent l'histoire, ou bien le producteur qui lui commande le film et conserve les droits du final cut, c'est-à-dire le montage final, ou encore est-ce le spectateur qui lui reçoit, digère et interprète l'œuvre selon ses propres concepts, alors que le réalisateur se défendait de toute satire anticommuniste. On se rend compte que c'est ce que la plus grande majorité a retenu de ce film, car finalement, une fois que celui-ci sort, qui le contrôle ? En réalité, personne, et la logique nous mène rapidement à conclure qu'il y a autant de films différents, d'interprétations différentes qu'il y a de spectateurs. Il est intéressant de citer quelques cinéastes à propos
propos de tout ça. Kubrick disait ne jamais vouloir donner de pistes d'interprétation lors de la sortie de ses films, car tout cela était le boulot du spectateur. 8,5 de Fellini a tout de suite été reçu comme le chef-d'œuvre de sa vie, chose assez paradoxale car lui-même avoue ne pas avoir fini son scénario et avoir voulu abandonner le tournage du film à la veille de son commencement. Un parallèle peut d'ailleurs être fait avec Fritz Lang, surtout connu pour Metropolis, et M. le Maudit. Lui-même se plaignait souvent de la manière qu'avaient les gens de surinterpréter ses films. Toute cette digression pour dire que film anticommuniste, film anti-McCarthyisme ou film anti-Kinder Bueno, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. L'invasion des profanateurs de sépulture, on en a aussi beaucoup parlé à la sortie du dernier pub avant la fin du monde. C'est en effet de ce film que l'œuvre d'Edgar Wright en a tiré sa plus grande inspiration, et c'est peu dire. De la même manière que certains voient une réadaptation du bouquin dans The Faculty de Rodriguez, on pourrait très clairement y voir ici aussi une réadaptation de l'œuvre littéraire. J'ai très vite cité le droit de Final Cut du producteur il y a quelques minutes. Dès lors que l'on parle de film de studio, il faut comprendre que le réalisateur n'est qu'un maillon comme un autre de la chaîne. Alors bien sûr, ces derniers ne sont pas choisis au hasard, et souvent car ils ont une patte que le producteur apprécie. Mais une fois que le scénario est écrit, le rôle du réalisateur ne se cantonne qu'à un chef d'orchestre suivant un cahier des charges bien précis. Ainsi, si quoi que ce soit du montage ne plaît pas au producteur, celui-ci se réserve le droit d'y modifier ce qu'il veut. Par exemple, si vous connaissez Blade Runner, film produit en 1982, vous saurez très certainement que la version Director's Cut, celle du cinéaste Ridley Scott, n'aura pu être permise qu'en 2007. Après être passé par 4 découpages plus ou carrément moins réussis, c'est 25 ans après que notre cher Ridley a pu enfin fournir la version qu'il voulait faire au départ. Vous l'aurez deviné, je ne vous parle pas de tout ça pour rien, puisque Walter Wanger, producteur du film, a lui aussi voulu ajouter sa petite touche artistique à celui-ci. Oui, il a fait son chieur, quoi. Le film devait se finir sur le personnage principal, au beau milieu d'une voix rapide, à hurler « Ils arrivent! Vous êtes les prochains !» Jugeant cette fin comme beaucoup trop sombre pour le film, il demande à Siegel de rajouter la séquence de début et de fin du film, nous montrant Miles parler avec des psychiatres racontant ses mésaventures, englobant ainsi le tout dans un flashback. Il aura finalement fallu attendre la ressortie du film en 1979 pour que ces scènes soient supprimées. Et là, j'ai envie d'enchaîner sur une autre problématique au cinéma. Est-ce qu'une œuvre est faite pour être vue dans sa version originale quoi qu'il arrive? Ou bien doit-on écouter le cinéaste remodelant selon son bon désir le montage 20 ans plus tard? Pour vous, Star Wars, c'est sans images de synthèse? Avec le vieux Anakin à la fin? Est-ce que Han shot first? Parce que, pour Lucas, c'est clair que non. Il en a même interdit toute diffusion, que ce soit. Alors, quelle version on regarde? Quelle est la bonne? Tu vas pas répondre? Non. J'ai dit au début de ma tirade que je n'allais pas plus parler des autres adaptations du roman de Finney. Pas de bol, j'ai menti. Je vais juste vous parler de la deuxième adaptation sortie en 1978, réalisée par Philip Kaufman. Je ne pouvais vraiment pas passer à côté, étant donné que pour moi, il s'agit à la fois d'une magnifique actualisation de l'histoire d'origine, mais aussi d'un bel hommage au film de Siegel. On pourra par exemple noter l'apparition de ce dernier en chauffeur de taxi, ou bien le superbe caméo de Kevin McCarthy, l'acteur principal du premier. McCarthy, t'as dit? Oui, bah oui. Comme le McCarthyisme de Joseph McCarthy? Coïncidence? Je ne pense pas. Bref, celui-ci reprend en gros carrément son rôle durant quelques secondes, gueulant comme un taré pour se faire ensuite tuer par on ne sait qui, sous-entendu bien sûr les envahisseurs. Cette subtile apparition clôt un peu le film original, car en fait, on ne sait pas ce qui arrive à Miles à la fin de la version de 56. Et ça aussi d'ailleurs, c'est une bonne raison de voir le film, pour sa fin ouverte. Une fin ouverte bien gérée, malgré le Final Cut de l'époque. Mais chut, hein, pas de spoil. Pour finir, j'ai juste envie de vous dire une chose. Regardez-le, il est pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Vous êtes déjà plus de 70, et ça c'est génial. Parlez de tout ça autour de vous et aidez la chaîne à se faire connaître. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses sur le feu, donc, en attendant la prochaine, portez-vous bien. Il y a peu de bouffe industrielle qui me manque réellement.